pas mal d'absence et que vraiment j'aimerais que vous puissiez regarder ce DVD. En revanche, la question c'est que ça dure 1h30. Je n'ai pas regardé, je ne sais pas s'il y a un cours avant ou après. Il n'y a pas de cours avant? Parce que normalement, il n'y a plus de cours la semaine prochaine. Il y a un cours juste avant et après, mais vous n'aurez pas cours. Parce que c'est bien d'avoir 1h30 pour être sûr de le voir. Donc on se dit ça. Donc on sera le 16 décembre, c'est ça? Sûr, hein? Ouais. J'ai une question parce que du coup ça sera le 7e au magistrat qu'on aura avec vous. Comment ça va se passer du coup pour le partiel si on n'a que 7 cours en tout? Oui, et ben ça sera sur les cours qu'on a vus. Mais c'est magique. Ah bah oui, forcément. Je ne vais quand même pas vous donner un examen, un cours qu'on n'a pas fait ensemble. Donc le partiel portera donc sur évidemment les sujets traités. Et aujourd'hui, on va poursuivre. Qui se souvient où on s'est arrêté? Vous vous souvenez dans les grandes lignes? Je vous fais un... Oui, allez-y. Constellation transférentielle, c'est ça avec oui. Très bien. Donc, vous vous souvenez, je résume, je fais une petite synthèse très rapide. Hein. Vous situez l'émergence du courant de la psychothérapie institutionnelle, d'abord sur le terrain pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'expérience de Saint-Alban, ce petit château-hôpital perché en Lozère, qui accueille non seulement des patients psychiatriques, mais aussi des réfugiés du nazisme, hein, réfugiés espagnols aussi, Toscaïès, et de là commence à émerger, à partir de l'expérience de terrain, les bases de ce qui va devenir et s'officialiser sous le terme de psychothérapie institutionnelle dans les années après-guerre, 50 on va dire. Donc, après la Seconde Guerre, vous avez donc une prise de conscience, notamment du fait que pendant la Deuxième Guerre, il y a 40 000 malades psychiatriques qui sont morts de faim et de froid dans les hôpitaux, notamment du fait aussi d'une certaine vision de l'institution psychiatrique plutôt sur un mode asilaire, avec cette tendance à accélérer la psychose plutôt que soigner. Hein. Et puis, vont se rejoindre, après-guerre, la sectorisation, hein, c'est-à-dire vraiment une politique publique en faveur de la prise en charge, en faveur de la prise en charge des patients ayant des maladies psychiques graves, hein, donc tout le champ de la psychose essentiellement, mais aussi pathologie limite. Donc d'un côté, politique de secteur, qui va rencontrer ce courant, psychothérapie institutionnelle, dont les 3 racines sont, pour rappel, qui peut les citer? Oui. Psychanalytique, racine psychanalytique, marxiste, mouvement populaire éducatif. Ok? Et donc, ça, ce sont les 3 racines. Hein, donc avec, alors, la psychanalyse, mais on l'a vu, une psychanalyse qui n'est pas, qui n'est pas directement issue du modèle de la cure type, ce qui n'aurait aucun sens, notamment avec des patients psychotiques, et déplacés d'un cabinet de consultation à l'institution. En revanche, ça va être une psychanalyse pensée, du point de vue de sa méthode, adaptée à la réalité des institutions. Ce que le courant de la psychothérapie institutionnelle va maintenir de la psychanalyse, c'est notamment l'écoute de l'inconscient et la question du transfert. Sachant que le transfert psychotique n'est pas de même nature que le transfert névrotique, parce que le patient psychotique n'identifie pas l'autre comme un sujet entier et séparé de lui. Donc on va parler plutôt des transferts ou de la constellation transférentielle, c'est-à-dire le fait de proposer à ces patients dans l'institution une équipe, un ensemble d'objets au sens psychanalytique qui va supporter les transferts diffractés de la psychose. Et cette constellation transférentielle va se réunir pour mettre en commun ces transferts diffractés, fragmentés, et tenter de penser
fonctionnement du patient, son histoire, ce qui l'a construit, ce dont il souffre, ce qui l'anime. Alors, on avait déjà évoqué, donc, à partir de cette expérience de terrain, la façon dont ce courant va tenter de théoriser et notamment de proposer des concepts avec quand même une petite divergence de point de vue entre deux courants qui vont très grossièrement se démarquer. Le courant plus freudien, représenté notamment par Paul-Claude Racamier. On avait déjà évoqué les différents concepts issus de ce courant-là, vous vous souvenez? Projection scissionnelle, Racamier qui parle aussi de la sociopathie massive. Vous vous souvenez ce que c'est la sociopathie? C'est les effets justement de la psychose sur l'équipe. Et puis l'autre courant, plus lacanien, représenté notamment par Jean Oury, O-U-R-Y, qui fut interne à Saint-Alban et qui a créé la clinique de la Borne, qui a ouvert la clinique de la Borne. Et ce qu'on verra dans le documentaire la semaine prochaine, justement, la façon dont une pièce de théâtre va être montée pendant une année avec les patients, grâce au travail de l'équipe, mais aussi d'artistes, d'intervenants extérieurs venant du milieu du théâtre. On avait évoqué la création de la Borde. Donc, chez Racamier, la projection scissionnelle, les phénomènes de résonance sociopathique, et on arrive au concept proposé par Jean Oury, qui vont définir un transfert dissocié ou éclaté lorsqu'il s'agit de la psychose. Toscaïès parlait du transfert multiréférentiel. Et on arrive à l'idée de la notion de constellation transférentielle. Puisque la grande difficulté lorsqu'on travaille avec des patients psychotiques, ça va être de repérer et de réunir des investissements extrêmement hétérogènes c'est grâce à cette constellation transférentielle que vont se trouver rassemblés, souvent pour la première fois, les fragments projetés d'un sujet psychotique. L'idée, c'est d'approcher, dans le fond, la réalité psychique du patient psychotique. Donc l'institution, en proposant, l'hôpital, l'institution hospitalière, en proposant différents supports de projection au transfert du malade, elle provoque de fait un éparpillement de ces transferts que l'analyse institutionnelle se doit de détecter et de favoriser la libre circulation de la parole, des informations entre les soignants support de ce transfert, ou de ces transferts. Mais pour que cela soit possible, l'un des points centraux, en tout cas pour Oury, c'est de permettre que les patients circulent librement. C'est-à-dire complètement à l'inverse
de ce qui existait dans les milieux asilaires. Vous vous souvenez où les patients avaient tendance à être justement maintenus dans une sorte d'immobilisme, d'inertie, en écho direct avec les effets de la pathologie. Des patients qui restaient dans leur chambre, alités. Oui. Oui. Donc, pour que la constellation transférentielle et la remise en circulation de la parole fonctionnent, il faut que les patients eux-mêmes puissent circuler librement. Un peu sur le modèle de la libre association, sauf que là, c'est la libre circulation. Très concrètement, ça veut dire que les patients, vous le verrez dans le documentaire, ils peuvent aller se balader dans le parc, aller prendre un café dans la cuisine, passer dans le salon, prendre part à une brique de discussion, monter dans leur chambre, redescendre, et que dans tous ces trajets de circulation, ils vont rencontrer des objets, ils vont croiser des objets bien vivants, qui sont les soignants, qui peuvent être les stagiaires psychologues. Chaque année, dans les promotions de L2, il y a des étudiants qui partent à la Borde. Donc peut-être certains d'entre vous, si vous êtes intéressés en tout cas, vous pouvez être en contact avec d'anciens étudiants qui ont passé parfois un été entier à la Borde. Donc vous êtes logés dans chaque hôpital, il y a un espace réservé pour les soignants et les stagiaires, et vous vivez vraiment, vous êtes plongés, on pourrait dire, au cœur de la psychose et de la thérapie institutionnelle. Et dans le secteur, vous vous souvenez, cette idée-là de circulation, on la retrouve aussi avec l'idée que dans le tissu urbain, un patient, mettons un schizophrène, puisse circuler entre eux, je ne sais pas, il a rendez-vous chez le psychiatre au CMP pour revoir son ordonnance, ensuite il va à l'hôpital le jour, passer l'après-midi, il retrouve d'autres patients le lendemain au club thérapeutique. Vous voyez, c'est-à-dire l'idée, effectivement, d'avoir, encore une fois, des endroits où aller quand on se lève le matin, des gens à retrouver, des choses à échanger. Ça peut être boire un café, prendre une cigarette avec d'autres patients et des soignants. Ça peut être faire une sortie au cinéma, etc. Et tout ce mouvement de circulation vient, d'une certaine façon, contre-investir la force d'inertie du patient. La psychose est une pathologie qui tend à l'immobilisme, le non-investissement, le repli narcissique sur soi. Donc, autre aspect important pour Oury, encore une fois, lisez À quelle heure passe le train, un très beau livre d'entretien. Il parlait de l'ambiance institutionnelle, c'est-à-dire, voilà, quand vous arrivez quelque part en stage, vous verrez quelle impression vous avez. Est-ce que ça vous donne envie d'y rester, ou est-ce que ça vous donne envie de partir en courant, ou est-ce que ça vous donne l'impression de vous demander où est-ce que vous avez atterri, qu'est-ce que vous fichez là, qu'est-ce que vous allez faire avec ces patients qui déambulent, abîmés par la psychose, et l'impression parfois d'endroits vides, déshumanisés, ou à l'inverse, quelque chose où vous sentez il se passe quelque chose. Alors, il se passe quelque chose qui n'est pas de l'ordre du familier, du connu, qui est d'une autre nature, puisqu'il s'agit de la psychose, plus difficilement partageable, mais en revanche, qui avive une certaine curiosité, d'aller voir un peu, de traîner là, d'aller à la rencontre. Donc, Oury insiste aussi sur la fonction d'accueil, au sens fort, et les possibilités d'échange. Alors, l'échange, ça va être évidemment d'échanger des paroles, ça peut être d'échanger une cigarette, d'échanger un moment. Dans le documentaire, on verra, c'est autour de cet objet médiateur qu'est le théâtre. Oui. L'ambiance, c'est la fonction d'accueil de l'institution. Ça peut paraître assez simpliste, mais en réalité, vous en ferez l'expérience. Ce sont des choses
qui deviennent parlantes lorsqu'on franchit la porte d'une institution psychiatrique. Alors, il y a d'autres axes qu'on n'a pas le temps d'aborder là, mais qu'il faut avoir en tête lorsqu'on tient compte du transfert psychotique, c'est-à-dire la question de l'image du corps, qui n'est pas du tout la même dans la névrose et la psychose, la dialectique présence-absence, qui nous paraît dans le champ de la névrose assez évidente, mais qui l'est beaucoup moins dans la psychose. Ou chez la personne psychotique, c'est toute la question de la permanence de l'objet qui fait défaut. Ça veut dire quoi la permanence de l'objet? Quand vous êtes en l'absence de quelqu'un que vous avez investi, vous savez que la personne existe, même si elle n'est pas là. Il y a une permanence, que la personne soit présente ou absente. Dans la psychose, ça ne va pas de soi. On pourrait dire l'absence équivaut à la disparition, ou au blanc, au rien. Faute d'inscription psychique suffisante. Ce qui peut faire défaut aussi dans la psychose, c'est la question de la transitionnalité, au sens winnicottien. C'est-à-dire l'espace transitionnel, de faire comme si, de faire semblant. Oui. Alors, je ne vais pas la répéter exactement. Ce qui fait défaut, voilà, et c'est là, ce qui fait défaut dans la psychose, c'est la permanence de l'objet. Ça vous parle à tous, la permanence de l'objet? Ça vous parle? Oui? Ou je reprends? Oui. Et la transitionnalité, l'air transitionnel, ça vous parle un peu, ça? Pas encore? Winnicott, vous avez le temps de le lire, mais... L'air transitionnel, c'est ce que Winnicott, c'est cette capacité à faire comme si, dans le jeu des enfants qui disent, on dirait que je suis le roi et toi la reine, on dirait que je suis un super-héros. C'est-à-dire que l'enfant y croit, mais il sait que c'est pas réel. En même temps, quand il joue au super-héros, il est vraiment un super-héros. Mais c'est pas délirant. Vous voyez, c'est différent. C'est ce statut un peu qui, ensuite, ouvre l'espace de la créativité. La capacité à inventer, à faire comme si, sans perdre le sol de la réalité. C'est comme si à un moment, la réalité peut s'éclipser sans pour autant être détruite, mais elle permet de faire comme si. Quand on travaille avec des enfants, c'est tout à fait intéressant le jeu de l'enfant comme repère diagnostique. Il y a des enfants qui ne peuvent pas jouer, qui n'ont pas accès au jeu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas jouer à combattre, ils tapent vraiment. Ça, c'est un indicateur diagnostique important. Donc parfois, dans les thérapies d'enfants, on peut dire qu'un des enjeux de la thérapie, c'est de permettre à l'enfant d'apprendre à jouer. Alors, là, je cite Racamier dans son livre Un psychanalyste sans divan. Il dit « Ce qui manque aux patients psychotiques, c'est pas la capacité de constituer un transfert qui lui manque, mais la capacité d'en éprouver la vraie nature, de le focaliser, de le juger, de s'en distancier et de le prendre en main. Donc ce qui manque aux patients psychotiques, ce n'est pas la capacité de constituer un transfert, mais la capacité d'en éprouver la vraie nature, de le focaliser, de le juger, de s'en distancier et de le prendre en main. Ça veut dire que quand on est pris dans une névrose de transfert, en tant que névrosé, on est capable
en même temps qu'on est pris dedans, de se décaler, de le prendre pour objet de réflexion, hein, de le penser. Ce qui fait défaut dans la psychose. Alors, je vous donne c'est un autre concept issu de la thérapie institutionnelle qui s'appelle l'acte parlant. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé. L'exemple de cette femme qui arrive avec un couteau dans le service. On en avait déjà parlé ou pas? Non? Ça vous dit rien? Alors, je vous le lis, écoutez, hein, ne prenez pas de notes, écoutez. Donc, c'est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Transfert en institution de Jean M. A-Y-M-E. Je vous lis, hein, c'est une anecdote assez parlante pour le coup, qui parle de ce qu'est l'acte parlant. Donc c'est un colloque qui avait été consacré à l'œuvre de Paul-Claude Racamier et qui a fait l'objet d'une publication, l'œuvre de Paul-Claude Racamier, en 1997. Donc l'un des intervenants illustre le concept d'acte parlant proposé par Racamier. Chut, qu'est-ce qu'il parle comme ça? Qui est un message agi délibérément par le thérapeute à l'adresse des patients. Là je cite, on a coutume de parler des passages à l'acte des patients. L'acte parlant est un concept audacieux dans le sens où il s'agit d'un agir volontaire du thérapeute ayant une visée thérapeutique pour des patients psychotiques qui ne peuvent emprunter les voies d'expression classiques du langage. Voici l'illustration de l'acte parlant dont a été témoin donc l'intervenant dans son travail auprès de Paul Balvet, dont je vous ai déjà parlé. Je cite, « Il y a bien des années, j'ai été témoin d'un acte parlant exemplaire dont l'auteur était Paul Balvet, psychiatre d'élite, franc-tireur d'une psychiatrie relationnelle qui se construisait à main nue en l'absence de ces outils conceptuels qui étaient en train de naître ici ou là. Une femme venait d'être internée dans son service. Et le lendemain de cette admission d'urgence, une information faisait état de l'existence d'un grand couteau de cuisine dans le sac à main dont elle refusait de se séparer. Branle-bas de combat dans les équipes soignantes. Fallait-il s'emparer du couteau ou qu'une opération commando l'en débarrasse? Balvet décida de recevoir seule cette patiente dans son bureau. Elle serrait sur ses genoux un immense sac à provisions. Paul Balvet amena peu à peu la conversation sur son sac. Sur ce sac en l'associant au légitime besoin pour quiconque d'être rassuré par un objet familier lorsqu'on vit une situation angoissante, comme peut l'être un séjour à l'hôpital, dont on ne saisit ni les raisons, ni l'objectif. La patiente, peu à peu, se rassura d'entendre ainsi mis en mots et légitimé son attitude défensive, au sens de la légitime défense. Il lui demanda alors si elle pouvait lui montrer ce qu'elle cachait dans son sac et à quoi elle avait l'air de tenir beaucoup. Le couteau sortit du sac. Et d'être ainsi mis au grand jour, cet objet dont j'avais tant entendu parler reprit une dimension banale, quoique respectable, d'instrument de cuisine. Paul Balvet insista, toujours en s'adressant à la femme, sur la nécessité d'avoir avec soi un objet protecteur lorsqu'on ne se sent pas en sécurité. La patiente, évidemment, approuvait. Il parla alors de lui, rassuré d'avoir toujours avec lui un stylo, auquel, pour des raisons personnelles, il tenait beaucoup. Le stylo tournait dans les mains du psychiatre, sous l'œil fasciné de la patiente, qui avait posé sur ses genoux son grand couteau. Paul Balvet lui proposa alors un troc provisoire. Pendant la durée de son séjour, il lui proposait d'échanger le couteau contre le stylo. Elle accepta presque aussitôt et repartit avec dans son grand sac le stylo préféré du chef de service. Voilà, ça c'est un acte parlant. Je ne sais pas si vous saisissez un peu l'idée. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Ça vous paraît bizarre, ça vous paraît intéressant, ça vous paraît... Si vous étiez dans cette situation, psychologue dans un service, une patiente vient d'arriver, là vous sentez l'angoisse qui contamine toute l'équipe, elle a un énorme couteau dans son sac, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous auriez fait? C'est quoi les options dans ces cas-là? Allez-y. La confiscation. Alors, comment on confisque un grand couteau? Comment on s'y prend? J'ai une patiente psychotique qui vient d'arriver, apparemment elle n'est pas tout à fait d'accord pour être là. Oui, non, mais du coup, il faut la contenir. Contention, mise à terre, isolement, piqûre de produits toxiques pour la calmer. Bon, voilà, option sans doute la plus couramment utilisée. Chut, vous êtes pénibles là, les filles. Je sais pas comment vous appelez là. Arrêtez de papoter comme ça. Soit vous avez des remarques à faire, vous les faites, soit vous allez discuter dehors. C'est bon? Donc, réaction là sans doute la plus fréquente et sans doute la plus évidente, c'est répondre à l'angoisse par la violence. C'est-à-dire à l'angoisse de l'équipe, réaction de contention pour non pas calmer l'angoisse de la patiente, mais calmer l'angoisse de l'équipe. Ça, c'est vraiment le risque premier en psychiatrie. C'est-à-dire, quand l'équipe cherche avant tout à traiter son angoisse et pas celle du patient. On voit bien là dans cet exemple qu'une autre possibilité est ouverte, mais qui demande déjà de garder son calme et de se souvenir que peut-être que cet élément menaçant chez un patient indique de l'angoisse chez le patient. Et que face à l'angoisse, peut-être que la parole peut fonctionner. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire qu'un patient en pleine crise plastique, les mots, il y a un moment où les mots, il y a une limite. Les mots ne marchent pas. Mais dans ce cas-là, en tout cas, le pari que fait le médecin, c'est de recevoir cette patiente et de lui montrer, d'essayer de deviner. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien d'autre que d'essayer de deviner ce que vit cette femme. Avec l'idée que très sans doute, elle est dans une position de persécution, elle est très angoissée, elle se demande ce qu'on lui veut. Peut-être qu'elle pense qu'elle n'est pas malade, elle ne comprend pas pourquoi elle est à l'hôpital, elle a l'impression qu'on va lui faire du mal, et naturellement, comme ferait n'importe qui, elle cherche à se protéger d'une menace. Et à partir de là, à partir de ce que devine le psychiatre, il va réussir à apaiser l'angoisse, nouer un contact avec cette femme, s'identifier à elle et, à l'inverse, permettre que la patiente s'identifie à lui par un trait commun, un objet auquel on tient, et proposer ce trait. Vous voyez? Et donc, au final, il n'y a plus de menace, le couteau est en sécurité, l'équipe est en sécurité, et il n'y a pas de violence. Donc, on pourrait se dire, voilà, une situation un peu idéale. Je ne vais pas dire que ça marche à tous les coups, mais c'est assez exemplaire dans ce courant-là, de l'idée de dire que quand même, ce qui va compter coûte que coûte, c'est de remettre en circulation des mots, du sens, de la parole. Là où la violence, l'angoisse viennent faire courir le risque de court-circuiter, en fait, en toute rencontre possible. Ça va? Alors, je ne dis pas que c'est facile, quand on est aux prises comme ça, en réalité, on n'a pas le temps de tout développer, évidemment, mais la question de la contagion de l'angoisse dans les institutions, c'est-à-dire, il ne faut pas perdre de vue, mais ça, vous l'étudierez par la suite, c'est-à-dire la question du groupe. Le groupe a une activité psychique, et encore une fois, un groupe soignant n'est pas l'équivalent de la somme des psychies individuelles. Le groupe a lui-même sa propre vie psychique, qui fonctionne souvent d'ailleurs sur un mode plutôt archaïque. Donc, le groupe soignant, l'institution va mobiliser des défenses, va produire des fantasmes groupaux. Vous pouvez lire par exemple, et ça vous aurez des cours là-dessus, il y a Jean-Bertrand Chapelier, un psychanalyste qui a beaucoup travaillé avec des groupes d'adolescents, qui rend compte de façon assez intéressante dans ses articles de comment la mise en circulation des fantasmes dans les groupes. Et puis il y a tous les travaux évidemment sur les institutions. Donc ce qui veut dire que la question de la circulation de l'angoisse, il faut l'avoir en tête. Et vous serez vous-même pris dedans
comme stagiaire. La question, c'est comment réussir justement à faire un pas de côté. C'est-à-dire, tout en étant pris dans quelque chose, être capable de se déplacer pour pouvoir penser ce qui arrive. Et dans l'exemple que donne pendant ce colloque-là, la conclusion, c'est de dire le troc stylo-couteau vaut toutes les verbalisations, interprétations du monde. C'est-à-dire que là, il a fallu, dans le fond, agir quelque chose, mais sur un mode évidemment non violent, mais que plutôt que de rentrer dans des grands discours, il y a un acte parlant, c'est-à-dire un acte qui prend une signification et qui permet de traiter l'angoisse. Et Jean M propose le terme d'attitude interprétative, c'est-à-dire dans la façon d'être des soignants, du psychiatre, du psychologue. Et il dit, celui qui est investi d'une fonction soignante, il conduit à se comporter en interprète par son action même, qui a valeur d'interprétation. Ça, c'est très vrai en institution. C'est-à-dire qu'à la différence d'un dispositif classique, on va dire, d'entretien comme en CMP, voilà, les patients prennent rendez-vous et vous les recevez. Quand vous êtes en intra-hospitalier, je vous conseille vivement de choisir des stages en intra-hospitalier, c'est-à-dire dans des lieux où il y a des lits, l'hospitalisation, etc. Votre façon d'être, votre attitude même, peut avoir une valeur interprétative. Votre façon d'être avec les patients. Et il dit, l'agir du médecin est interprétation en réponse au faire du malade. Donc, partant de l'hypothèse que l'institution peut se penser comme un groupe ayant sa propre vie psychique, la question qui se pose, c'est pas tant comment une équipe fonctionne, mais comment elle risque de dysfonctionner. Ouais. Donc, si on part de l'hypothèse qu'une institution est un groupe, notamment constitué d'une équipe soignante, donc un groupe qui a sa propre vie psychique, sa propre vie fantasmatique, mais aussi ses défenses, la question qui se pose, c'est pas tant comment ce groupe fonctionne, mais comment il risque de dysfonctionner. Alors, dans la suite de ces premiers théoriciens et praticiens de la thérapie intentionnelle, d'autres auteurs, psychanalystes, vont s'intéresser donc à une sorte de psychanalyse de l'institution, notamment Didier Houzel, H-O-U-Z-E-L, qui va penser l'institution comme cadre thérapeutique. H-O-U-Z-E-L, Didier Houzel, l'institution comme cadre thérapeutique. Donc il s'agit de considérer l'institution elle-même comme un cadre thérapeutique. Au sein duquel peut se faire une élaboration. L'élaboration, c'est le travail de pensée. Et là, il ne faut pas se tromper. Il ne s'agit pas d'élaborer les conflits et les angoisses de chaque individu, de chaque soignant, de chaque patient, mais les conflits et les angoisses du groupe institutionnel
c'est-à-dire en analysant le matériel commun au groupe. Et ça va être, par exemple, on sait que les patients sont très sensibles aux événements qui traversent la vie d'une institution, comme par exemple l'absence d'un membre de l'équipe, pour un, je sais pas, un arrêt maladie, pour une maternité, ou alors un membre de l'équipe qui quitte l'institution, ou une disparition soudaine, un accident. Le déménagement, par exemple, d'un service. Tous ces événements qui demandent, qui exigent d'être élaborés. C'est-à-dire, c'est tout le vécu institutionnel qui demande à être pensé, élaboré. Et pour penser, élaborer ce vécu institutionnel, certaines règles sont nécessaires pour que l'institution, justement, devienne un cadre thérapeutique. Alors, ces règles, je vous les cite rapidement, ne les apprenez pas par cœur. La règle d'étanchéité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la règle d'étanchéité pour une institution, un service? Alors, en tout cas, ce qui est dit au cours des réunions appartient à l'institution et ne doit pas être apporté au dehors, ne doit pas franchir les limites. La règle d'adéquation. Alors ça, c'est moins évident. La règle d'adéquation, ça veut dire une décision doit être prise au niveau de responsabilité adéquate, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître une certaine hiérarchie dans le fonctionnement institutionnel. Donc là, c'est toujours le grand débat entre est-ce qu'il faut un minimum de hiérarchie ou est-ce qu'on peut se passer de hiérarchie. Ça, c'est un peu le modèle de Houry à la Borde. Tout le monde a potentiellement la même place de soignant, interprète, etc. La règle d'adéquation, la règle de mitoyenneté, ça veut dire qu'un problème commun à plusieurs équipes institutionnelles doit être traité au sein de réunions. Donc un problème commun à plusieurs équipes institutionnelles doit être traité au sein de réunions regroupant des représentants de toutes les équipes concernées. Ça, c'est notamment vrai lorsque vous avez des situations assez complexes où un sujet est pris en charge, ou est reçu à la fois en hôpital de jour, en intra-hospitalier, dans un XAPA, enfin dans différentes institutions. Quand il s'agit d'enfants, ça va être une situation, un enfant est suivi à la fois par l'ASE, à la fois par la PJJ, à la fois par le CNP. Vous voyez ? Donc ça demande effectivement de trouver des moments de rencontre et de travail avec des représentants de chacune de ces institutions. Ce qui est compliqué à mettre en place, mais ce qui est absolument nécessaire. Plus les situations sont complexes, plus c'est nécessaire. Oui. De mitoyenneté. Ça veut dire en gros que dans des situations où un patient est reçu, pris en charge par différents lieux, il faut que des réunions rassemblent au moins un représentant de chacun de ces lieux. Et enfin, la règle d'élaboration. Simple, celle-ci, il faut un lieu et un temps pour l'élaboration du vécu groupal au sein de l'institution. Donc un des dents forts dans les institutions, c'est les réunions de synthèse. Ça, vous en ferez l'expérience à partir de l'année prochaine. Avec plusieurs niveaux d'échange qui peuvent être mis en évidence. L'information sur les événements.
qui s'est passé la veille, ce qu'on peut dire sur le déroulé de la semaine, les échanges à propos d'un patient, et puis les échanges fantasmatiques, c'est-à-dire ce qui circule dans l'équipe à partir d'un patient et des événements liés à ce patient. Alors, quelle forme ça peut prendre, les échanges fantasmatiques ou affectifs? Ça va ressembler à quoi dans une institution, pendant une réunion? Ça va être, alors ça peut être sur un mode associatif, dans le meilleur des cas, où le soignant dit « Ah, ça me fait penser à ce qui s'est passé hier, ça me fait penser à… » ou « Ah, ça fait peur, on aurait dit que… » Vous avez des images qui vont venir, ça va être… alors, un des exemples que je donne, c'est… vous pouvez lire sur Cairn, j'avais fait un petit article qui s'appelle « L'adolescent mal accueilli ». Adolescent, je pense que ça fait… L'adolescent mal accueilli, institution et pulsion de mort, où je reprends, évidemment de façon très très synthétique, une prise en charge de 2 ans avec un adolescent qui allait très mal, et tout ce qui a pu circuler en termes aussi de pulsion de mort et de fantasmes autour de cette prise en charge. Donc tout ce matériel-là, il faut le mettre en commun et il faut le penser. Et vous, comme psychologue, vous serez a priori un peu aux premières loges. Alors ce que j'ai entendu récemment, je ne sais plus dans quel… je crois que c'était pendant une supervision avec des Master 2, un de vos collègues en Master 2 qui disait que certes à l'heure actuelle, les cliniciens d'orientation éthique n'étaient pas forcément bienvenus, tout ce qui reste à discuter, mais en revanche, ils étaient quand même très très attendus du fait justement de leur capacité à avoir une écoute de l'institution. Et ça, je crois que c'est très très vrai, parce que vous êtes les seuls à être formés, à minima, parce que la formation elle vient surtout après le cursus, mais quand même être sensibilisés au fait que l'institution a une vie psychique. Et les institutions qui ne prennent pas en compte cette dimension vont très très mal. Et vous, comme psychologue, déjà, essayez pendant vos stages de vous exercer à ça, mais c'est-à-dire que vous, contrairement à d'autres orientations de la psychologie, vous êtes formé à l'écoute de l'institution. Et ce qui s'est passé dans l'histoire des institutions, c'est qu'à partir du moment où on n'écoute pas la vie institutionnelle, on voit bien que l'institution est complètement livrée, on pourrait dire, aux effets de la pathologie, et se retrouve à ériger des défenses extrêmement mortifères, pour les patients en premier lieu, mais aussi pour l'équipe. Donc l'écoute de l'institution, il ne faut pas perdre de vue que dans votre travail de psychologue, il y a certes l'écoute des patients, mais il y a aussi l'écoute de l'institution, qui est absolument centrale. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, choisiront de faire des mémoires sur la question institutionnelle. Alors, quoi vous dire d'autre? Alors, les symptômes institutionnels les plus repérables, ça va être par exemple les fonctionnements opératoires. Les fonctionnements opératoires qui, à l'heure actuelle, sont fortement, on pourrait dire, soutenus par les pulsions au protocole. Voilà, maintenant, les institutions fonctionnent avec toutes sortes de protocoles et tout cela a été aussi majoré par l'exigence de rentabilité auxquelles sont soumises les institutions, l'exigence d'évaluation auxquelles sont soumises les institutions. C'est-à-dire que les institutions, à l'heure actuelle, doivent rendre des comptes sur le nombre de patients qu'elles reçoivent, le nombre de réunions qu'elles font, le nombre de protocoles qu'elles utilisent, enfin toute une paperasse pas possible, avec des chiffres à l'appui, qui vont ensuite être regardés de près par des instances qui évaluent et qui vont conclure à la possibilité ou non d'une institution de continuer à exister. Donc vous allez vous retrouver dans des systèmes institutionnels qui sont très marqués par cette politique actuelle. Donc il faut redoubler de vigilance dans l'écoute de ces éléments-là. Donc une des premières défenses de l'institution, des premiers symptômes, ça va être effectivement
le fonctionnement opératoire, je ne sais pas si ça parle à tous, le fonctionnement opératoire, vous vous souvenez, vous l'avez évoqué, c'est un fonctionnement factuel, au plus près du factuel, du côté du faire. Le fonctionnement opératoire, il fait, il ne pense pas, il fait. Donc il remplit des protocoles, il fait des grilles, il fait des calculs, il coche des cases. C'est l'inverse du travail d'élaboration psychique. C'est l'opposé de la pensée, en fait. Le faire. Donc on a tous des défenses opératoires. Je ne sais pas, se mettre à faire le ménage pour éviter de faire son devoir, et des trucs comme ça qui ont une fonction opératoire. Alors, il fait pour ne pas penser. Il y a évidemment d'autres symptômes. Qui peuvent être des sortes d'éclosions un peu plus psychopathologiques d'un fonctionnement d'équipe sur un mode paranoïaque, par exemple, ou sur un mode mélancolique, ou sur un mode maniaque. Alors, une équipe qui fonctionne sur un mode maniaque, il y a une espèce d'excitation permanente. Et la défense maniaque, elle lutte contre quoi? C'est une lutte contre quoi, la maniaque? Comment? Voilà, la dépression sévère, en tout cas la perte d'objet, par exemple, hein, la perte. Donc les défenses maniaques, encore une fois, c'est bien d'en avoir un peu, c'est utile, mais quand ça prend le pas sur la diversité des défenses, évidemment, c'est contre-productif. Hein, donc le mode maniaque. Alors ensuite, je ne sais pas, ça peut arriver, hein, suite, je sais pas, au décès d'un patient ou au départ soudain d'un chef de service, d'un coup, alors soit l'équipe s'effondre sur un mode dépressif, soit elle va mettre en place des défenses maniaques extrêmement fortes, qui ne traitent pas. Hein, les défenses ont leur limite, elles ne traitent pas forcément le problème, mais elles donnent l'impression à un moment, en tout cas elles protègent le groupe d'être au contact, par exemple, avec des affects dépressifs, qui peuvent éventuellement ensuite être traités, dans le meilleur des cas, quand il y a une analyse des pratiques, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui réunit le groupe, qui le met au travail. Donc là, peut-être, on va petit à petit pouvoir voir émerger des affects dépressifs, des angoisses de perte ou de séparation, hein, un vécu du groupe qui, s'il n'est pas élaboré, va se maintenir sous forme de défense. Alors, les défenses paranoïaques, ça donne quoi, ça? Une équipe qui s'organise, qui met en place des défenses paranoïaques, qu'est-ce que ça va donner? Le paranoïa, ça vous parle quand même, non? C'est quoi le principe de la paranoïa? Oui. En tout cas, c'est projeté à l'extérieur, ce qu'on ne veut pas admettre en soi. Hein, donc le mauvais, ça peut être effectivement projeté, je ne sais pas, sur un autre service, ou sur les patients. Hein, c'est les patients qui rendent fou, etc. Ou sur effectivement une instance autre. Hein, donc c'est un système projectif qui va avoir tendance aussi à cliver la réalité, qui peut être mis en place pour maintenir une illusion groupale. Ça, c'est le terme d'ancieux. L'illusion groupale, c'est on est un bon groupe, on est bien ensemble, etc. C'est de moment groupal. Quand un groupe se forme, il peut y avoir, selon Lilian Dieu, une première période d'illusion groupale. Alors souvent, ça ne dure pas. On le voit dans le groupe famille. Hein, les réunions de famille, là, ça va être Noël, je ne sais pas comment ça va être pour vous, mais bon, les réunions de famille, à ce côté, on se retrouve, on est un bon groupe, on est une bonne famille, et puis 5 heures après, c'est tout à fait la même histoire, et puis le lendemain, c'est déjà la catastrophe. Vous voyez, espèce d'illusion groupale. Pareil, on commence un nouveau travail, une équipe formidable, les gens sont sympas, et puis une semaine après, ça commence, il y a un tel de collègue qui est pas machin, et 15 jours, puis un an après, vous partez en courant. Vous voyez, donc évidemment, l'illusion groupale, ça se termine pas forcément par une catastrophe, mais c'est ce moment-là où il y a cette illusion, justement, que le groupe crée et tente de maintenir, qui est on est bien ensemble, on est un bon groupe. Hein, et donc sous couvert de l'extérieur n'existe plus, où il est mauvais, on n'a plus besoin de personne, on est un bon groupe, on est bien ensemble. Et puis ça se défait petit à petit. Alors je vous avais dit que quand on a commencé, quand les psychanalystes ont commencé à s'intéresser au groupe, ils faisaient des expériences, je ne sais pas si ça existe encore, mais qui étaient quand même assez intéressantes, où ils partaient faire du groupe. Donc l'idée de faire du groupe, c'est de partir, je ne sais pas,
4 jours à la campagne, dans une maison, entre psychanalystes, et puis ils font du groupe pour étudier, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en groupe par session, je ne sais pas, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, il n'y a pas d'objet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème, il n'y a rien, mais il y a du groupe. Et ils l'étudient ensuite. Et ensuite, ils réfléchissent après coup à ce qui s'est passé, les mouvements du groupe, les effets du groupe. Avec les effets, ça peut être bouc émissaire, lésion groupale, tout ce qui peut se passer. Donc ça, vous avez des témoignages dans des bouquins, c'est tout à fait intéressant à lire, où ensuite ils se mettent au travail pour retranscrire au jour le jour tout ce qu'a traversé le groupe. Avec le moment, au moment d'aller déjeuner, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 membres du groupe qui ont commencé à se constituer un petit peu en couple, à s'extraire du groupe, où il y a un bouc émissaire qui est apparu le 3e jour, puis le 4e jour, etc. Donc c'est assez passionnant en fait. En fond, l'idée c'est de se prendre soi-même comme objet d'étude en tant que groupe. Donc ça, tous ces travaux-là, c'est très éclairant quand on traite d'institution. Pour encore une fois, ne jamais oublier que l'institution a besoin d'être écoutée, entendue, et pas seulement les malades qu'elle accueille. Alors, puis après on va s'arrêter. Alors, je vous donne encore des références, mais vous allez pas regarder dans un coin de votre tête. Roger Misès, je ne sais pas si vous voyez, pédopsychiatre, psychanalyste français, qui a beaucoup travaillé sur qui a créé des... Comment ça s'appelle classification nosographique des pathologies de l'enfant, mais qui a écrit aussi un livre qui s'appelle La cure en institution. Et il rappelle dans ce livre, donc La cure en institution, qui est paru en 1980, il rappelle l'existence de crises au sein d'une institution ou dans une équipe a au moins l'avantage, notez pas tout, écoutez, d'exprimer l'absence d'une unification mortifère. On sait que le psychotique n'a pas accès au conflit, n'a pas pu accéder au conflit sous une forme évoluée. Il importe donc d'en aménager les espaces et d'en admettre l'émergence au sein de l'institution. Parallèlement, on échappera à la délectation trouvée dans les conflits stériles en ouvrant des issues et des temps d'élaboration appuyés sur une référence à la loi qui ne saurait être éludée. Bon, je vous laisse méditer cette citation, qui ne sera pas évidemment à l'examen, parce qu'on n'a pas le temps de l'approfondir. On se retrouve donc la semaine prochaine, on est d'accord? Oui? Ok, je vais regarder sur le planning. Ce serait bien de grappiller une demi-heure avant ou après, mais je ne sais pas...